Ah, oh Julio, tu considères Antonio Bivoro comme une bonne source? J'ai récemment acheté son livre sur l'invasion de Berlin. Et oui, je le considère. Beaucoup de gens font la grimace quand on parle d'Antonio Bivoro à cause de certaines de ses prises de position et de certaines de ses préférences. Il aime beaucoup l'histoire narrative de... Ouais, Disons que c'est une histoire qui s'appuie beaucoup, non seulement sur la documentation officielle, mais aussi sur la correspondance. C'est une histoire plus sociale des événements. Vous voyez, Bivoro s'appuyait beaucoup sur des mémoires. Par exemple, ce livre sur Berlin dont tu parles, Marcos, il y a beaucoup de choses dedans qui viennent du livre de Vassili Grossman. Vous vous souvenez de Vassili? Vassili Grossman était un journaliste soviétique qui a suivi l'avancée de l'armée rouge jusqu'à Berlin. Alors Grossman était le gars qui... Il faisait le compte-rendu de ce qui se passait à l'avant des armées soviétiques. Et il était là, tu vois, en plein cœur de la bataille à Berlin. Donc ce livre dont tu parles, mec, qui est Berlin 1945, je l'ai aussi ici. Je l'ai déjà lu. Je trouve que c'est un très bon livre. C'est la première fois que j'ai découvert les détails de la bataille de Berlin. Donc, c'est une histoire qui peut te frustrer si tu veux seulement une histoire au niveau stratégique. N'est-ce pas, par exemple, on a par exemple chez David Glantz. David Glantz, c'est vraiment ce type d'histoire au niveau stratégique. L'armée machin qui a envoyé telle division et envahi ici, l'autre a défendu là. Si tu veux ce genre d'histoire, c'est David Glantz, mais c'est en anglais, non? Il semble qu'il n'y ait qu'un seul livre de Glantz en portugais. Un seul. Me placer ici en haut. Il n'y a qu'un livre de Glantz en portugais. Et le reste est tout en anglais. Si tu veux lire de l'histoire de haut niveau comme ça, c'est Glantz. Ensuite, tu prends d'autres livres, comme ceux de l'éditeur Osprey par exemple, qui fait très bien ses résumés d'histoire militaire pure. Mais Anthony Beevor, il utilise beaucoup l'histoire sociale. C'est un gars qui est vraiment devenu célèbre après la chute de l'Union soviétique, l'ouverture des archives à Moscou et la publication de ses livres de mémoire sans la censure de l'appareil soviétique. C'est très important tout ça. Par exemple, on a les mémoires de Joukov. Les mémoires de Gueorgui Joukov sont sorties dans les années 60 ou 70, la première édition. Et Joukov était encore en vie. Il a écrit, et ça n'a été publié de son vivant, la première édition. Mais elle a été extrêmement censurée par l'appareil de presse là-bas à Moscou. Elle a été extrêmement censurée. Donc il n'est sorti que ce que l'État voulait entendre. Puis, lorsque l'Union soviétique est tombée, l'une des filles de Joukov a remis les originaux à un journaliste là-bas et le journaliste a publié l'intégralité. Là, tout a changé, n'est-ce pas? Tout a changé. Comment Djoukov voyait la guerre de son propre point de vue. Donc, cela s'est produit avec plusieurs autres œuvres, y compris celle de Grossman. Donc, Anthony Beaver a pu puiser à une source extrêmement riche. Ce sont ces nouveaux livres, ces nouvelles œuvres qui ont été publiées à partir des années 90. Et il a écrit d'excellents livres. Stalingrad, Marcos, je ne sais pas si tu l'as déjà lu, c'est aussi très intéressant. Le Stalingrad d'Anthony Beaver, c'est pareil. L'histoire avec cette touche d'histoire sociale. Histoire militaire teintée d'histoire sociale. ah. Chiquita, on l'a, demain il a cours avec tout le monde. Notre partenaire Chiquito. Osprey, c'est la vie. Mec, je pense que si j'étais un gars adepte, si j'étais du genre à me faire tatouer, je n'aime pas et je ne vais pas me faire tatouer, mais c'est un de ces slogans que je me ferais tatouer. Osprey, c'est la vie. Oui, Osprey, c'est la vie. Mec, allons-y. Même pour le gars qui m'a demandé à propos de la chaîne. Tu parles anglais? Commence par acheter Osprey. Commence par lire Osprey. Osprey, c'est la vie. Je ne peux pas mieux résumer que ça. C'est ça, c'est exactement ça.
D'accord. Là-bas dans le Stalingrad de Beaver. J'ai adoré Madame Vintage 1950, là, en train de parler. C'est vraiment très bien. C'est vraiment très bien. D'accord. Il y a beaucoup de choses. Bien d'autres choses existent au-delà de cette histoire militaire pure et dure, n'est-ce pas? Mais aussi, mec, ça donne une autre saveur à l'affaire, tu vois. Oui, c'est intéressant pour qui, je dirais. Et toi? Si tu ne sais encore rien sur Stalingrad, commencer par les livres de Beaver, Stalingrad ou Berlin, commencer par les livres de Beaver, peut te rendre un peu confus. Pourquoi? Parce qu'il va détailler certains petits aspects de la bataille, de l'événement, n'est-ce pas? Mais si tu ne connais pas encore le déroulement, n'est-ce pas? Bien sûr, de la bataille. Moi, dans ma façon de voir les choses, vu comment je fonctionne, je lis d'abord un texte de base. C'est vraiment ce texte BABA, ce remède maison, n'est-ce pas? Une pincée de sucre, de sel, du sucre, on mélange et on boit. J'ai besoin de ça d'abord. C'est la base du truc. Je dois comprendre le début, le milieu et la fin. Qui, pourquoi, quand? Après, je peux comprendre les fioritures, comme les livres de Bivor. Ah, la gaffe et la brutalité. Ah, la poussière montait et personne ne voyait rien. On a vu des gens échanger je ne sais quoi, je ne sais quoi. Alors, il faut d'abord avoir la structure pour bien comprendre ensuite. Je ne recommanderais pas les livres de Bivor à quelqu'un qui n'a jamais lu, qui ne sait pas ce que c'est, tu vois? Tu vois? Groupe d'armées centre, premier front de Biélorussie, deuxième front de Biélorussie, premier front d'Ukraine. Qui était le maréchal Koniev? Qui était Rokossovski? Qui était Djoukov? Qui était Helmut Weidling? Qui était Wilhelm Monk? Si tu ne sais pas encore qui sont ces types, tu dois savoir qui sont ces types. Tu dois savoir quelles sont ces formations avant de te plonger dans un livre de Bivor. Pour moi, ça fonctionne comme ça.